on pensait que le système solaire s'arrêtait à Neptune. Les livres d'école nous l'ont appris. Toutes les planètes étaient nommées. Les missions étaient terminées. L'histoire semblait finie. Mais ce récit n'a jamais été le bon, car ce qui se trouve au-delà de ce dernier géant bleu est si vaste, si physiquement extrême et si mal représenté que l'apprendre pour la première fois ne ressemble pas à une mise à jour. C'est plutôt comme découvrir que vous avez vécu dans une maison sans jamais remarquer toute une aile qui s'étend dans l'obscurité. Les scientifiques appellent cette région la ceinture de Kuiper. Et ce qu'ils y trouvent est déjà en train de changer tout ce que vous pensiez savoir sur ce coin de l'univers. Commençons par les bases. La ceinture de Kuiper est une vaste région annulaire de corps glacés. Elle commence près de l'orbite de Neptune, à environ 30 unités astronomiques du Soleil, et elle s'étend vers l'extérieur jusqu'à au moins 50 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Le bord intérieur de la ceinture de Kuiper se trouve donc à environ 5 milliards de kilomètres du Soleil. Son bord extérieur, à 50 unités astronomiques, se situe à environ 7 et 4 milliards de kilomètres. Mais, même cela n'est pas toute l'histoire. Certains corps dispersés, associés à la ceinture, s'étendent bien au-delà de cette limite, poussés dans des régions à 70, 80, voire 100 unités astronomiques du Soleil. Ces chiffres ne sont pas de petits nombres ajustés pour un diagramme. Ce sont des distances qui déchirent toute notion intuitive d'échelle qu'un être humain possède. C'est pourquoi, si vous conduisiez une voiture à la vitesse d'une autoroute vers le bord intérieur de la ceinture de Kuiper, il vous faudrait maintenir cette vitesse sans interruption pendant plus de 5000 ans, juste pour y arriver. Le bord extérieur exigerait 2000 années de conduite supplémentaire au-delà de cela, et vous le feriez dans un vide, dans l'obscurité absolue. Le Soleil derrière vous se réduirait à un point de lumière pas plus brillant qu'une étoile lointaine. Mais ce ne sont pas les chiffres bruts qui créent le véritable choc. Le véritable choc est ce que l'existence de la ceinture de Kuiper fait aux proportions du système solaire que vous pensiez connaître. Car pensez à la partie familière. Toutes les planètes de Mercure à Neptune occupent un espace d'environ 30 unités astronomiques. Alula. C'est le système solaire que vous avez appris. Le système avec tous les noms, toutes les missions, toutes les photos sur les couvertures de magazines. Maintenant, regardez la ceinture de Kuiper. Son corps principal s'étend à lui seul de 30 à 50 unités astronomiques. C'est une structure supplémentaire de 20 unités astronomiques, soit les 2/3 de la largeur de toute la zone planétaire. Un morceau gigantesque ajouté à la fin du système solaire, dans une région dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le moindre détail. Cela signifie que le système solaire que vous connaissez, celui des planètes rocheuses et des géantes gazeuses, est contenu uniquement dans le tiers intérieur du domaine réel du Soleil. Comment toute cette structure a-t-elle pu être manquée? Car l'idée d'une ceinture de corps glacés et distants remonte aux années 1950. L'astronome Gerard Kuiper a suggéré en 1950 qu'un disque de matière pourrait exister. Mais, en même temps, l'astronome irlandais Kenneth Edgeworth avait indépendamment spéculé sur un réservoir de petits corps glacés dans la même région. Cependant, la spéculation n'est pas la même chose que la détection. Pendant 40 ans, personne ne pouvait confirmer si quelque chose occupait réellement ce vide lointain, car Pluton, découvert en 1930, était le seul objet connu au-delà de Neptune. Il fut classé comme la 9e planète et considéré comme un avant-poste solitaire à la lisière du système solaire. Les télescopes de l'époque ne pouvaient pas détecter les objets faibles et lents qui peuplent le système solaire externe. Mais 2 astronomes, Dave Jewett et Jane Lou, ont décidé de savoir si la ceinture théorique était réelle. Ils ont commencé leurs recherches en 1987 à l'université d'Hawaï. La tâche était presque absurdement difficile. Ils cherchaient des points de lumière des millions de fois plus faibles que ce que l'œil nu peut voir,
et il n'y avait aucune garantie qu'il y ait quoi que ce soit là, bas. Leur méthode était simple mais exigeait de la patience. Ils prenaient des pauses profondes d'une petite parcelle de ciel, puis ils comparaient les images prises à des heures ou des nuits d'intervalle, pour voir si un point faible avait bougé. 5 ans de recherche ont produit 5 ans de néant. Le système solaire externe semblait être exactement ce que la sagesse conventionnelle suggérait. Vide. Maïs. Ils n'ont pas abandonné. Puis, dans la nuit du 30 août 1992, ils l'ont trouvé. Un objet faible, à peine visible même sur leurs images à longue pause, changeait de position par rapport aux étoiles de fond à la vitesse exacte attendue pour un objet orbitant à environ 44 unités astronomiques du Soleil. Ils l'ont nommé 1992 Cuban. Cette seule détection a ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée, car en quelques mois, Jewitt et Lou ont trouvé un deuxième objet, puis un troisième. D'autres équipes se sont jointes à la chasse, avec leurs propres télescopes et programmes de recherche. Au cours de la décennie suivante, des caméras améliorées et des télescopes plus grands ont révélé une population du système solaire externe que personne n'avait jamais vue directement. Des centaines de nouveaux objets sont apparus dans les données, chacun étant une faible tache, se déplaçant lentement dans l'obscurité au-delà de Neptune. La ceinture de Kuiper est passée de théorique à incontestable. À ce jour, les astronomes ont catalogué plus de 3000 objets de la ceinture de Kuiper, et les modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 100 000 objets de plus de 100 km de diamètre dans la ceinture seule. La population totale est estimée à des centaines de millions. Cela signifie que la ceinture de Kuiper contient beaucoup plus d'objets individuels que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais ce n'est pas seulement sa taille ou sa population qui rend cette région fondamentalement différente de la ceinture d'astéroïdes, c'est aussi sa composition et sa température. La ceinture d'astéroïdes est principalement composée d'objets rocheux et métalliques. La ceinture de Kuiper est une bête entièrement différente. Ces objets sont principalement composés de volatiles gelés, glace d'eau, glace de méthane, glace d'ammoniac, glace d'azote et glace de monoxyde de carbone. Ce sont des matériaux qui ne peuvent rester solides qu'aux températures brutalement basses au-delà de Neptune, des températures oscillant entre moins 220 et moins 240 degrés Celsius. Ces glaces ne sont pas un hasard, car elles sont la caractéristique déterminante de la ceinture de Kuiper et la clé de la raison pour laquelle cette région a une signification si profonde pour la science planétaire. Les matériaux gelés de la ceinture de Kuiper sont les blocs de construction restants de la formation du système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil était entouré d'un disque de gaz et de poussière massif et en rotation, appelé la nébuleuse solaire. Près du Soleil, où les températures étaient élevées, seuls les matériaux rocheux et métalliques pouvaient se condenser en grains solides. Ces grains se sont agglomérés pour former les planètes telluriques. Mais, plus loin, au-delà d'une limite appelée la ligne de gel, les températures ont chuté suffisamment pour que les glaces se condensent avec les roches. Les planètes géantes, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se sont formées dans cette région plus froide. Cependant, tout dans le système solaire externe n'a pas été incorporé dans une planète. Au-delà de Neptune, les blocs de construction sont restés des morceaux individuels, gelés sur place, orbitant lentement dans les régions extérieures sombres. Ce sont les objets de la ceinture de Kuiper. Ce sont les débris de la construction planétaire. Des restes qui n'ont jamais eu la chance de faire partie de quelque chose de plus grand. Cela les rend extraordinairement précieux pour la science, car ces objets sont des fossiles de la nébuleuse solaire. C'est pourquoi, les étudier, c'est comme examiner la liste des ingrédients d'une recette après que le plat a été cuit et mangé. Les planètes se sont formées et ont évolué. Mais les objets de la ceinture de Kuiper sont restés bruts. Il y a une complexité dans cette histoire qui redéfinit toute l'image. La ceinture de Kuiper n'est pas restée passivement en place depuis la formation du système solaire inchangé.
Elle a été sculptée, agitée et réorganisée par l'influence gravitationnelle des planètes géantes, en particulier Neptune. Dans le système solaire primitif, les planètes géantes n'étaient pas sur leurs orbites actuelles. Elles ont migré. Jupiter s'est légèrement déplacé vers l'intérieur. Saturne, Uranus et Neptune se sont déplacés vers l'extérieur. La migration de Neptune vers l'extérieur a été particulièrement dramatique. Alors qu'il se déplaçait à travers le système solaire externe, sa gravité a interagi avec le disque de planétésimaux glacés. Il a projeté certains objets vers l'intérieur, d'autres vers l'extérieur, et en a piégé beaucoup dans des schémas orbitaux spécifiques appelés résonances. Une résonance se produit lorsque deux corps en orbite s'exercent une influence gravitationnelle régulière et périodique l'un sur l'autre, car leurs périodes orbitales forment un rapport simple. MES, la résonance la plus célèbre de la ceinture de Kuiper, est la résonance 2/3 avec Neptune. Les objets de cette résonance complètent 2 orbites autour du Soleil pour chaque 3 orbites que Neptune complète. Ce verrouillage gravitationnel stabilise leurs orbites et les protège des rencontres rapprochées avec Neptune. Pluton est l'objet le plus célèbre de cette résonance. Mais il n'est pas seul. Des centaines d'autres corps glacés partagent le même schéma orbital. Les scientifiques appellent ces objets des plutinoses et ils représentent l'une des principales populations dynamiques de la ceinture. Il y a d'autres populations. La ceinture de Kuiper classique, parfois appelée ceinture classique froide, est composée d'objets sur des orbites relativement circulaires et peu inclinées, entre environ 42 et 47 unités astronomiques. Ces objets semblent avoir évité le pire de la perturbation gravitationnelle de Neptune. La population classique chaude occupe des distances similaires, mais avec des inclinaisons orbitales et des excentricités plus élevées, ce qui suggère que ces objets ont été dispersés à leurs emplacements actuels par des interactions gravitationnelles pendant la période de migration. Au-delà de la ceinture principale se trouve le disque des objets épars. Ce sont des objets qui ont été projetés vers l'extérieur par des rencontres avec Neptune. C'est pourquoi Neptune ne se contente pas de se trouver à côté de la ceinture de Kuiper. Il l'a sculptée dans sa forme actuelle. Cette relation est l'une des caractéristiques structurelles les plus importantes du système solaire externe, car elle dit aux scientifiques que le système solaire a subi une restructuration violente au début de son histoire. Les planètes ne se sont pas simplement formées sur place et y sont restées. Elles ont migré, ont interagi et ont réorganisé l'architecture de tout le système. Et la ceinture de Kuiper préserve les cicatrices de ce chaos. Chaque population en résonance, chaque vide dans la distribution orbitale, chaque groupe d'objets sur des orbites similaires est un indice médico-légal pointant vers des événements qui se sont produits il y a plus de 4 milliards d'années. Et c'est là que l'histoire commence à devenir dérangeante. Car tout ce qui a été décrit jusqu'à présent, la taille, la composition, la complexité dynamique, n'est pas une spéculation exotique. C'est de la science observationnelle confirmée, étayée par des décennies de relevés télescopiques, de données de sondes spatiales et de modélisation informatique. Pourtant, cela n'occupe presque aucune place dans l'imagination populaire. Demandez-vous, combien de fois avez-vous vu un diagramme du système solaire qui représente avec précision la ceinture de Kuiper? Pour presque tout le monde, la réponse est « jamais ». Ce n'est pas une omission triviale. C'est une distorsion de la réalité qui façonne la façon dont des milliards de personnes comprennent la structure de leur propre foyer cosmique. Les gens croient que le système solaire a été cartographié, exploré et compris. Mais l'histoire de la ceinture de Kuiper n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. À ce jour, une seule sonde spatiale a visité la ceinture de Kuiper pour une étude scientifique rapprochée. Et ce qu'elle a trouvé a changé tout ce que nous pensions savoir sur la frontière extérieure gelée. Mais, avant d'aborder ces découvertes, les mondes de cette ceinture eux-mêmes racontent une histoire qui défie toutes les attentes. Car nous avons cru pendant des années que Pluton était seul, mais il était en fait, car Pluton n'était pas seul. Il n'était qu'un habitant d'une vaste communauté de corps glacés
orbitant dans la large ceinture du système solaire externe. Il était le membre le plus célèbre de la ceinture de Kuiper, mais il n'était pas seul, et même pas le plus massif. Et la pure diversité de cette communauté est l'un des faits les moins appréciés de la science planétaire moderne. Commençons par les planètes naines. Pluton a un diamètre d'environ 2370 km. Plus petit que la Lune de la Terre. Sa surface est une mosaïque de glace d'azote, de givre de méthane et de glace de monoxyde de carbone, façonnée par des processus que les scientifiques tentent encore de comprendre. Il a 5 lunes connues. La plus grande, Charon, est si grande par rapport à Pluton que les deux orbitent autour d'un centre de gravité commun situé dans l'espace entre eux. Mais Pluton n'est pas la seule planète naine de la ceinture de Kuiper. Eris, découverte en 2005, a un diamètre d'environ 2326 km, ce qui la rend presque de la même taille que Pluton, mais légèrement plus massive. Eris orbite beaucoup plus loin, sur une orbite très excentrique. Cette orbite l'amène d'environ 38 unités astronomiques à son point le plus proche du Soleil, à près de 98 unités astronomiques à son point le plus éloigné. Sa surface est recouverte d'un givre brillant de glace d'azote et de méthane gelé, ce qui lui confère l'une des réflectivités les plus élevées de tous les corps du système solaire. Elle a une lune connue, Dysnomie. La découverte d'Eris a été le déclencheur direct de la reclassification de Pluton. Car si Pluton était une planète, Eris devait l'être aussi. M-A-I-S, il y a aussi Makemake, découvert en 2005. Il orbite à une distance moyenne de 45,8 unités astronomiques. Son diamètre est d'environ 1430 km. Il a une lune provisoire détectée par le télescope spatial Hubble en 2015. Sa surface est dominée par du méthane et de l'éthane gelé, ce qui suggère que la glace de méthane existe sous forme de gros grains cristallins. Et maintenant vient la véritable bizarrerie. Oméa est l'un des objets les plus étranges du système solaire. Son diamètre mesuré le long de son plus grand axe est d'environ 2320 km. Maïs, il n'est pas sphérique. Oméa tourne si vite, complétant une rotation en moins de 4 heures, que la force centrifuge l'a étiré en un ellipsoïde allongé, comme un ballon de rugby. Cette vitesse de rotation extrême est considérée comme le résultat d'une collision antique massive. Oméa a 2 lunes connues. Et en 2017, les astronomes ont découvert qu'il possédait un système d'anneaux. C'était le premier anneau détecté autour d'un objet transneptunien. Pourtant, les chocs ne s'arrêtent pas là. Il y a Quare. Il orbite à environ 43 unités astronomiques et son diamètre est d'environ 1110 km. Quare est plus petit que les plus grandes planètes naines, mais il est important en soi. Car en 2022, en utilisant les données d'occultation stellaire, les astronomes ont détecté un anneau autour de Quare. Cette découverte a choqué la communauté scientifique car l'anneau était sur une orbite bien au-delà de la limite de Roche de Quare. La limite de Roche est la frontière où les forces de marée devraient empêcher la matière de l'anneau de s'agréger en une lune. Selon la théorie conventionnelle, la matière aussi éloignée aurait dû s'agréger plutôt que de rester un anneau. Cette découverte a défié les modèles établis de la dynamique des anneaux. Et ces 5 objets, Pluton, Eris, Makemake, Oméa et Quare, ne sont que les membres les plus éminents d'une population beaucoup plus vaste. Des centaines d'autres objets de la ceinture de Kuiper ont un diamètre supérieur à 200 km. Beaucoup ont des lunes. On pense même que quelques-uns pourraient abriter des océans souterrains. C'est pourquoi la ceinture de Kuiper contient plus de candidats planètes naines que toutes les autres régions du système solaire réunies. L'existence de ces mondes force une réévaluation de ce qu'est réellement le système solaire, car en termes de recensement, le système solaire externe écrase le système interne. La région que la plupart des gens ignorent contient plus de mondes individuels que la région que la plupart des gens étudient. Mais compter les objets ne raconte qu'une partie de l'histoire. Comprendre comment ils sont arrivés là
et ce qu'ils révèlent sur le passé du système solaire est là où la ceinture de Kuiper devient vraiment importante. Car ces objets ne sont pas apparus au hasard. Ils ont été placés sur leurs orbites actuelles par une série d'événements qui ont remodelé l'ensemble du système au cours de son premier milliard d'années. Le modèle principal de ce remodelage est connu sous le nom de modèle de Nice. Le modèle de Nice propose que les 4 planètes géantes se soient initialement formées dans une configuration plus compacte, plus proches les unes des autres et du Soleil que leurs positions actuelles. Cet arrangement est finalement devenu instable, déclenchant une période chaotique de migration orbitale. Pendant ce chaos, Neptune s'est déplacé de façon spectaculaire vers l'extérieur, traversant le disque primordial de corps glacés. Et il a interagi avec chaque corps glacé qu'il a rencontré. L'avancée de Neptune vers l'extérieur a déchiré ce disque comme une main balayant une table couverte de billes. De nombreux objets ont été complètement éjectés du système solaire. D'autres ont été projetés vers l'intérieur, provoquant un bombardement qui a plu sur les planètes intérieures. Les cratères qui cicatrisent aujourd'hui la surface de la Lune, les anciens bassins d'impact visibles sur Mercure et Mars, beaucoup pourraient dater de cette période. Alors, qu'est-il resté après que le chaos se soit calmé? Et que nous dit ce vestige? Car ce vestige n'est pas uniforme. Et ces différentes populations racontent une histoire différente, en particulier la plus précieuse, car ce vestige n'est pas uniforme, et ces différentes populations racontent une histoire différente, en particulier la plus précieuse, la ceinture classique froide. Les objets de cette population sont situés sur des orbites peu inclinées et presque circulaires, regroupés entre environ 42 et 47 unités astronomiques. Leurs orbites suggèrent qu'ils se sont formés à peu près sur place et n'ont jamais été significativement perturbés par la migration de Neptune. Ce sont les objets les plus intacts, les plus primitifs du système solaire. Et en 2019, lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée près de l'objet de la ceinture de Kuiper, nommé Arrokoth, les scientifiques ont eu leur premier regard rapproché sur un objet classique froid. Ce qu'ils ont vu ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé auparavant dans le système solaire. Arrokoth est un binaire de contact, 2 lobes à peu près sphériques reliés par un cou étroit. Cette forme a été immédiatement comparée à un bonhomme de neige. Mais ce bonhomme de neige était IMPOS si bleu. Cette forme a dit quelque chose d'extraordinaire aux scientifiques. Arrokoth ne s'était pas formé par une collision violente. Les 2 lobes s'étaient doucement assemblés à une vitesse de seulement quelques mètres par seconde, assez lentement pour qu'un humain puisse courir plus vite. Cette fusion douce impliquait que l'objet s'était formé par un processus appelé instabilité de flux. Cette hypothèse suggère que de petites particules solides dans un disque protoplanétaire peuvent se rassembler en filaments denses par des interactions aérodynamiques avec le gaz environnant. Lorsque ces concentrations atteignent une densité critique, elles s'effondrent gravitationnellement pour former des objets liés. Arrokoth n'est pas une exception. Les observations depuis la Terre suggèrent que les binaires de contact sont courants dans la ceinture de Kuiper. Les études de courbes de lumière suggèrent qu'une fraction significative des objets de la ceinture de Kuiper, de 10 à 30%, pourraient être des binaires de contact. Le système solaire externe gelé est rempli des restes en forme de bonhomme de neige de l'effondrement gravitationnel. Chacun est un fossile du processus de formation planétaire, conservé dans le congélateur profond pendant plus de 4 milliards et demi d'années. Cela montre que la ceinture de Kuiper n'est pas seulement une collection de débris, c'est un enregistrement actif de la façon dont les planètes se forment. Mais l'importance de cette ceinture s'étend au-delà de l'histoire ancienne. Elle est également directement liée aux objets qui visitent aujourd'hui le système solaire interne. Les comètes à courte période, en particulier les comètes de la famille de Jupiter qui reviennent près du Soleil en environ 20 ans ou moins, proviennent principalement de la ceinture de Kuiper. Ces comètes sont des corps glacés qui ont été gravitationnellement perturbés hors de la ceinture, souvent par des interactions avec Neptune, et poussés sur des orbites
qui les rapproche du Soleil. Quand la queue d'une comète traverse le ciel, vous observez en fait de la glace ancienne de la ceinture de Kuiper qui sublime en temps réel, libérant des molécules formées avant même l'existence de la Terre. Cela pointe également vers le rôle de la ceinture de Kuiper dans la livraison d'eau et de composés organiques au système solaire interne. Il y a environ 4 milliards d'années, pendant la période du grand bombardement tardif où la migration des planètes géantes a projeté des corps glacés vers l'intérieur, une pluie de matière cométaire est tombée sur la jeune Terre. Certains scientifiques suggèrent qu'une part importante de l'eau de la Terre a pu être livrée par des impacts de comètes pendant cette période. C'est pourquoi la ceinture de Kuiper n'est pas une région isolée. C'est un réservoir qui alimente en matière l'intérieur depuis des milliards d'années, façonnant la chimie et l'évolution des mondes beaucoup plus proches du Soleil. Mais la diversité de cette ceinture s'étend au-delà des formes physiques et de la dynamique orbitale. Les compositions de surface des objets varient de façon spectaculaire en fonction de la taille, de la distance et de l'histoire dynamique. Les surfaces des plus grands objets, comme Pluton, Eris et Makemake, sont dominées par du méthane, de l'azote et du monoxyde de carbone gelé. Les objets plus petits ont tendance à avoir des surfaces composées de glace d'eau mélangées à des composés organiques rouge foncé appelés tholines. Les tholines se forment lorsque des molécules simples comme le méthane et l'azote sont irradiées par la lumière ultraviolette et les rayons cosmiques pendant des millions d'années. Cette distribution de couleurs n'est pas aléatoire. Les objets classiques froids ont tendance à être plus rouges que les autres populations. Les objets classiques chauds et du disque épars ont tendance à être plus gris ou de couleur plus neutre. La couleur est un traceur de l'origine. Ce n'est pas une population uniforme de boules de glace identiques. C'est une population mixte d'objets avec des lieux de formation différents, des histoires de migration différentes, des chimies de surface différentes et des structures internes différentes. Et cela se connecte à l'une des questions les plus fascinantes et sans réponse de la ceinture de Kuiper. L'un de ces objets pourrait-il abriter des conditions propices à la chimie prébiotique ou même à des processus biologiques primitifs? Cette idée reste spéculative, mais le fait même qu'elle puisse être prise au sérieux reflète à quel point la compréhension scientifique de cette région a mûri. Pourtant, l'un des plus grands mystères vient des bizarreries des orbites. Depuis des années, les astronomes notent que certains objets distants de la ceinture de Kuiper, sur des orbites très excentriques, partagent des alignements orbitaux inhabituels, difficiles à expliquer par le seul hasard. Ce schéma a alimenté l'hypothèse d'une planète non découverte, parfois appelée planète 9. Cette planète serait en orbite bien au-delà de la ceinture principale, à une distance de plusieurs centaines d'unités astronomiques. Une analyse publiée en septembre 2025 a suggéré qu'une planète non vue, au moins 25 fois plus massive que Pluton, pourrait se trouver dans la région même de la ceinture de Kuiper. L'existence d'une telle planète n'est pas confirmée. Mais l'hypothèse illustre une vérité plus large sur la ceinture de Kuiper. Cette région recèle encore des surprises fondamentales, et tout cela existe dans des conditions extrêmes qui rendent difficile leur traitement par l'esprit humain. Car savoir ce qui vit dans la ceinture de Kuiper est une chose, mais prendre en compte ce que c'est réellement d'être là, ce froid, cette obscurité, cette distance et ce silence est tout autre chose. Et ce bilan a commencé en 2015, avec les données renvoyées par une sonde spatiale qui a franchi le seuil. Mais comment est-ce possible? Et comment ce bilan a-t-il commencé en 2015 avec les données renvoyées par une sonde spatiale qui a franchi le seuil? Entrons maintenant dans les détails techniques, car le 14 juillet 2015, une sonde spatiale de la taille d'un piano à queue a achevé un voyage de 5 ans et 8 milliards de kilomètres pour offrir à l'humanité son premier regard, rapproché sur la ceinture de Kuiper. New Horizons a atteint Pluton à une vitesse d'environ 14 km par seconde, trop rapide pour se mettre en orbite. Toute la rencontre était donc un survol, et les données collectées pendant ce bref instant ont détruit toutes nos hypothèses sur le système solaire externe. Alors, que nous ont dit exactement ces données?
et comment ont-elles percé les secrets de ces mondes gelés? Commençons d'abord par Pluton lui-même. L'attente était qu'il ressemble à une relique gelée. La plupart des modèles prévoyaient une surface géologiquement morte depuis des milliards d'années, criblée de cratères. Car avec un diamètre de seulement 2370 km et une température de surface d'environ moins 230 degrés Celsius, Pluton ne semblait pas avoir de mécanisme pour maintenir une activité géologique. Il aurait dû être une boule de glace inerte, portant les cicatrices de milliards d'années d'impact. Maïs, les images ont raconté une histoire totalement différente. Les premières photos haute résolution ont révélé un monde d'une complexité géologique stupéfiante. L'hémisphère ouest de Pluton est dominé par Tombeau Regio, une immense formation en forme de cœur. Le lobe gauche de ce cœur contient Sputnik Planitia, une immense plaine de glace d'azote. Sputnik Planitia est l'une des surfaces les plus lisses jamais observées dans le système solaire. Il n'y avait aucun cratère d'impact visible dessus. Cela signifiait que la surface était jeune. Quelque chose avait effacé les cratères. Quelque chose était encore actif. Les scientifiques ont déterminé que Sputnik Planitia est un paysage dynamique. La glace d'azote qui remplit le bassin n'est pas statique. Elle bouge. La surface est divisée en cellules polygonales irrégulières, chacune d'environ 30 à 40 km de large, séparées par des sillons peu profonds. Ces cellules sont l'expression en surface du retournement convectif de la glace d'azote en dessous. La glace chauffée monte de l'intérieur du bassin, se propage à la surface, se refroidit et s'enfonce sur les bords, tout comme le schéma de convection dans une casserole d'eau chauffée lentement. Ce processus opère sur un cycle d'environ 500 000 ans. Lent selon les normes humaines, mais géologiquement extrêmement dynamique. Mais, quelle était la source d'énergie de ce mouvement? Pour un monde si froid et si éloigné du Soleil, la réponse se trouvait à l'intérieur de Pluton même. Les modèles thermiques ont montré que la désintégration résiduelle des éléments radioactifs dans le noyau rocheux de Pluton pourrait produire suffisamment de chaleur pour maintenir une mince couche d'eau liquide sous sa croûte de glace. Cet océan souterrain chauffe la masse de glace d'azote massive au-dessus, déclenchant la convection. Ainsi, une dynamique similaire au courant océanique sur Terre se produisait sur Pluton à l'état solide. Mais la géologie de Pluton ne se limitait pas aux glaciers. New Horizons a trouvé des preuves encore plus diverses à la surface. Des taches rouges foncées près de l'équateur sont recouvertes de tholline, des molécules organiques complexes produites par le rayonnement ultraviolet agissant sur le méthane et l'azote dans la fine atmosphère de Pluton. Des crêtes en forme de lames de glace de méthane, appelées pénitents, s'étendent sur des centaines de kilomètres dans certaines régions. Et surtout, de longues failles d'extension coupent la surface de Pluton sur des centaines de kilomètres. Ces fissures indiquent que la croûte externe de Pluton s'est rompue, c'est à dire qu'elle s'est dilatée de l'intérieur. Ce qui peut à nouveau être expliqué par le gel lent d'un océan souterrain, car l'eau se dilate en gelant. À mesure que l'océan se solidifiait lentement, la glace en expansion a exercé une pression de l'extérieur sur la croûte, créant des fractures de tension à la surface. Cela a ajouté Pluton à la liste des mondes comme Europe et Encelade, qui pourraient abriter de l'eau liquide sous une surface extérieure glacée. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Charon, la plus grande lune de Pluton, a créé un choc scientifique presque aussi grand que Pluton lui-même. Avec un diamètre d'environ 1212 km, Charon est plus de la moitié de la taille de Pluton. Ce qui fait du couple plus un monde double qu'une planète et sa lune. New Horizons a révélé que la surface de Charon racontait une histoire très différente de celle de Pluton. La surface de Charon est dominée par de la glace d'eau qui est stable et inerte à ces températures. Mais Charon n'était pas dépourvu de caractéristiques. Son pôle nord est recouvert d'un dépôt rouge foncé que les scientifiques ont officieusement appelé Mordor Macula. L'explication principale de cette caractéristique est directement liée à l'atmosphère de Pluton. Les molécules de méthane s'échappant de la fine atmosphère de Pluton traversent l'espace entre les deux mondes et atteignent Charon. Une partie de ce méthane arrive dans les régions polaires de Charon
et est piégé à froid à la surface pendant l'hiver polaire qui dure des décennies. Lorsque le pôle revient finalement à la faible lumière du Soleil, le rayonnement transforme le méthane en toluène. C'est une chimie atmosphérique menée à travers le vide de l'espace entre deux mondes, un processus sans autre parallèle connu dans le système solaire. Maze, la région équatoriale de Charon, a révélé quelque chose d'encore plus dramatique, un système de canyons gigantesques, long de plus de 1000 km et atteignant des profondeurs de 9 km, coupe la partie médiane de la Lune. La profondeur maximale du Grand Canyon de la Terre est d'environ 8 km. La faille de Charon est 5 fois plus profonde. Cette caractéristique indique que la croûte externe de Charon a subi une contrainte de tension énorme dans le passé. L'explication la plus probable est encore une fois le gel d'un océan souterrain. C'est pourquoi la possibilité que Pluton et Charon aient pu, ou puissent encore, abriter de l'eau liquide sous leur surface était l'une des conséquences les plus profondes de toute la mission. Maze, le véritable génie de New Horizons, est venu 3 ans et demi après Pluton. Le 1er janvier 2019, la sonde est passée près d'un petit objet de la ceinture de Kuiper appelé Arrokoth. Arrokoth orbite dans la ceinture classique froide à environ 44 unités astronomiques du Soleil. Il mesure environ 36 km de long. Et sa forme, comparée à un bonhomme de neige, était le premier binaire de contact observé de près. Maïs, la surface d'Arrokoth, présentait une autre énigme. À la résolution obtenue par New Horizons, Arrokoth ne montrait presque aucun petit cratère. Sur la plupart des corps du système solaire, les petits impacts sont beaucoup plus nombreux que les grands. La surface d'Arrokoth était étrangement lisse à petite échelle. Cela suggérait soit que la ceinture de Kuiper avait beaucoup moins de petits impacteurs que les modèles ne le prévoyaient, soit que certains processus effaçaient les plus petits cratères avec le temps. Les deux explications ont des implications importantes pour la compréhension de la distribution en taille des objets de la ceinture de Kuiper et de l'environnement collisionnel de la ceinture classique froide. Ce calme était un trésor pour les planétologues, car Arrokoth a fourni la première confirmation observationnelle directe que les planétésimaux se sont formés par effondrement gravitationnel plutôt que par accrétion progressive dans le système solaire externe. Maze, la découverte la plus récente et peut être la plus déroutante de New Horizons, ne provenait pas de ces caméras, mais d'un compteur de poussière, et cette découverte pourrait nous obliger à repenser toute la structure de la ceinture de Kuiper, car les données du compteur contredisaient l'histoire que les modèles racontaient. Et cette contradiction nous a amenés à remettre en question l'une de nos hypothèses les plus fondamentales sur la structure du système solaire. Car alors que New Horizons poursuivait sa route, le Venetia Burney Student Dust Counter à son bord continuait de prendre des mesures. Cet instrument mesure le taux d'impact de particules de poussière microscopiques sur la sonde alors qu'elle se déplace dans l'espace. La poussière dans le système solaire externe provient principalement des collisions entre les grands objets de la ceinture de Kuiper et des particules éjectées lorsque les KBO sont frappés par des grains de poussière interstellaire. L'instrument cartographie donc la densité de matière de la ceinture. L'attente était simple. La ceinture de Kuiper principale occupe la région entre environ 30 et 50 unités astronomiques. Au-delà de 50 unités astronomiques, la population connue de KBO chute brutalement. C'est pourquoi, lorsque New Horizons a dépassé les 50 unités astronomiques, les niveaux de poussière auraient dû chuter comme prévu. Maïs, c'est le contraire qui s'est produit. Le compteur de poussière a détecté des niveaux de poussière plus élevés que prévus par les modèles. Entre 45 et 55 unités astronomiques du Soleil, les lectures sont restées élevées, cela indiquait une densité d'objets en collision plus élevée que ce que la population connue dans cette région pouvait expliquer. Le signal ne s'est pas estompé comme prévu. Il a continué. Quelque chose produisait de la poussière dans une région où le modèle disait que presque rien ne devrait exister. Ces données suggéraient deux explications possibles. Soit la ceinture de Kuiper principale s'étend beaucoup plus loin que les modèles actuels ne le prédisent. C'est A.
dire que la population de corps glacés ne diminue pas près de 50 unités astronomiques, mais se poursuit à des densités significatives bien au-delà de cette limite. Soit, il existe une deuxième population de corps glacés inconnue au-delà de la ceinture classique, un anneau extérieur distinct ou une zone de débris étendue qui produit sa propre poussière par collision mutuelle. Les deux explications ont des implications profondes. Une ceinture étendue signifie que la structure externe du système solaire est plus grande que prévu. Une deuxième ceinture signifie que la structure externe du système solaire est plus complexe que prévu. Aucun scénario n'avait été prévu par les modèles standards qui ont guidé la science de la ceinture de Kuiper pendant des décennies. Alan Stern, le chercheur principal de New Horizons, a déclaré que cette découverte pourrait potentiellement être le premier moment où une sonde spatiale découvre une nouvelle population d'objets dans le système solaire. Mace. Alors que New Horizons criait comme une voix solitaire dans l'espace, les découvertes télescopiques sur Terre ont également continué à remodeler la compréhension de la ceinture. En mai 2026, une équipe de l'Observatoire astronomique national du Japon a annoncé la détection d'une fine atmosphère autour d'un objet de la ceinture de Kuiper, connu sous le nom de 2002-1593. L'objet est un plutino d'environ 500 km de diamètre, orbitant à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Lors d'une rare occultation stellaire observée depuis plusieurs sites au Japon en janvier 2024, l'équipe a détecté que la lumière de l'étoile d'arrière-plan s'estompait et s'éclaircissait, progressivement alors que l'objet passait devant. Cette courbe de lumière lisse, plutôt que l'interruption nette attendue pour un corps sans air, indiquait la présence d'une fine enveloppe de gaz entourant l'objet. Cette découverte était stupéfiante, car on estime que l'atmosphère est de 5 à 10 millions de fois plus fine que celle de la Terre. Un objet aussi petit, avec une gravité si faible, sur une orbite si éloignée de toute source de chaleur, était supposé être complètement dépourvu d'air. Pluton était le seul objet transneptunien dont l'atmosphère avait été confirmée auparavant, et Pluton est presque 5 fois plus grand. Deux hypothèses ont émergé pour expliquer cette observation. L'une suggère une activité cryovolcanique, l'éruption de glace volatile souterraine entraînée par la chaleur interne résiduelle. L'autre suggère un impact récent par un autre objet de la ceinture de Kuiper, ce qui pourrait avoir excavé du matériel souterrain et libéré du gaz piégé dans la faible emprise gravitationnelle de l'objet. Cette seule détection ne réécrit pas à elle seule la science de l'atmosphère, mais elle correspond à un schéma qui se dessine depuis des années. Un schéma où chaque nouvelle mesure de la ceinture de Kuiper révèle plus de complexité, plus d'activité et plus de surprises que les modèles ne le prévoyaient. Et le prochain grand bond en avant dans la science de la ceinture de Kuiper a déjà commencé. L'observatoire Vera C. Rubin, au Chili, a commencé son Legacy Survey of Space and Time, une enquête de 10 ans. L'enquête devrait découvrir environ 35 000 nouveaux objets de la ceinture de Kuiper, augmentant la population connue de près de 10 fois. Les implications de ce déluge de données sont profondes. Avec une augmentation de 10 fois des objets connus, les astronomes pourront cartographier la distribution orbitale de la ceinture de Kuiper avec une précision bien plus grande que celle permise par les relevés actuels. Ils pourront tester si le regroupement orbital qui motive l'hypothèse de la planète 9 est réel ou un artefact d'un échantillonnage incomplet. Ils identifieront de nouvelles populations en résonance, de nouvelles familles dynamiques et potentiellement de nouvelles classes d'objets sans précédent dans le catalogue actuel. L'Observatoire Rubin soutiendra également directement New Horizons. Une micro-enquête profonde alignée sur l'orbite de la sonde vise à découvrir des objets de la ceinture de Kuiper suffisamment proches de la trajectoire de vol de New Horizons. La combinaison des mesures in situ de New Horizons, des données d'enquête de l'Observatoire Rubin, des capacités spectroscopiques du télescope spatial James Webb et des campagnes d'occultation stellaire en cours, depuis le sol, crée un moment que l'on ne peut décrire que comme une révolution dans la science de la ceinture de Kuiper.
La ceinture passe d'une frontière extérieure vaguement perçue à une région structurelle entièrement caractérisée, avec sa propre architecture interne, ses propres dynamiques de population et ses propres processus, géologiques et chimiques en cours. Chaque nouvelle découverte renforce la même conclusion. La ceinture de Kuiper n'est pas ce que tout le monde attendait. Ce n'est pas une dispersion stérile de boules de glace inertes dérivant dans le vide de l'espace. Mais, derrière toutes ces données, tous ces détails techniques, il y a une dimension qu'aucun instrument ne peut pleinement transmettre. Les données révèlent ce qui est là. Les chiffres mesurent à quelle distance cela se trouve. Les images montrent à quoi ressemblent les surfaces sous la faible lueur d'un soleil réduit à un point brillant. Mais, ce que toutes ces mesures ne peuvent pas pleinement communiquer, c'est ce que signifie exister dans cet environnement. Car les nombres qui le décrivent ne sont pas des abstractions. Ils décrivent un lieu réel. Et les conditions de ce lieu sont si étrangères, si distantes et si hostiles que les affronter honnêtement force une confrontation avec la vraie nature du quartier cosmique que nous appelons notre maison. Et cette confrontation commence maintenant. Car la réalité terrifiante de la ceinture de Kuiper n'est pas seulement le nombre ou l'éloignement des objets qu'elle contient, c'est ce que signifie exister dans cet environnement. Le froid, l'obscurité, la distance, le silence. Et par-dessus tout, ce vide écrasant et destructeur entre les objets. Le rythme de cette section augmente, car maintenant, nous allons sentir ce que signifie exister au milieu de ce vide. Maintenant, nous arrivons au point culminant de toute la vidéo, les plus grandes découvertes, les trouvailles les plus choquantes, les moments les plus dramatiques, à vitesse maximale. Car pour comprendre la réalité de la ceinture de Kuiper, nous devons affronter ses aspects les plus extrêmes. Soyez prêts. Nous commençons maintenant, commençons par le froid, moins 230 degrés Celsius. C'est la température de surface approximative d'un objet typique de la ceinture de Kuiper. Ce nombre est là, sur une page. Mais, ce qu'il représente physiquement est quelque chose qu'aucun humain ne peut même imaginer. À cette température, chaque substance familière sur Terre devient méconnaissable. L'eau n'est pas seulement gelée, elle est verrouillée dans un état cristallin qui se comporte comme du granit. L'acier devient si fragile qu'il se briserait à l'impact. Le caoutchouc se transforme en poussière. L'azote, qui constitue la majeure partie de l'air que vous respirez, gèle en un solide translucide. Le dioxyde de carbone que vous expirez à chaque respiration devient une glace dure comme la roche. Le méthane, que vous connaissez sous le nom de gaz naturel, devient une glace cristalline pâle. À cette température, la chimie s'arrête presque. Le mouvement moléculaire ralentit jusqu'à la plus faible vibration. Les réactions chimiques, qui se déroulent facilement à température ambiante, deviennent d'une lenteur IMPO-S, si bleu. Ce qui prendrait quelques secondes sur Terre prendrait des millions d'années. Les processus biologiques qui soutiennent la vie s'arrêtent complètement. La vie dans ces conditions n'est pas seulement difficile, elle est thermodynamiquement impossible. Ce froid n'est pas une condition temporaire, il est permanent. La ceinture de Kuiper existe à ces températures depuis plus de 4 milliards d'années. Rien là-bas n'a jamais été chaud selon les normes qu'un humain reconnaîtrait. Mais le froid n'est qu'une partie de l'équation. Il y a l'obscurité, car la lumière du soleil délivre environ 1 sur 1600 de son intensité à 40 unités astronomiques et 1 sur 2500 à 50 unités astronomiques par rapport à ce qu'elle délivre à la Terre. Ce ne sont pas des conditions sombres. Ce sont des conditions où le soleil lui-même, la fournaise nucléaire qui anime toute la vie et le climat sur Terre, est réduit à un point de lumière pâle qui ne projetterait pas une ombre lisible sur la surface à vos pieds. Imaginez-vous debout sur la surface d'un objet de la ceinture de Kuiper. Vous levez les yeux. Le ciel est noir. Pas le noir d'une nuit nuageuse ou d'un soir sans lune. Le noir absolu d'un vide qui s'étend sans interruption dans toutes les directions. Le ciel est rempli d'un nombre d'étoiles bien plus grand que n'importe quel observateur sur Terre n'en a jamais été témoin.
car il n'y a pas d'atmosphère, pas de pollution lumineuse, pas de ciel bleu pour les effacer. La Voie lactée traverse le ciel avec une clarté à couper le souffle. Et là, parmi les étoiles, se trouve le Soleil. Vous pouvez le trouver facilement, car il est plus brillant que tout le reste dans le ciel. Mais ce n'est pas un disque, c'est un point de lumière brillant, net, inébranlable, indiscernable en taille apparente des étoiles plus brillantes qui l'entourent. À 40 unités astronomiques, le diamètre angulaire du Soleil est tombé à environ 48 secondes d'arc, moins d'un 40e de sa largeur apparente depuis la Terre. Votre œil ne peut pas le résoudre en un disque. Cet objet qui domine le ciel de la Terre, qui réchauffe votre peau, qui anime les systèmes météorologiques, les courants océaniques, le cycle de l'eau et la photosynthèse, est réduit à une étoile parmi les étoiles. Plus brillante que les autres, oui, mais ce n'est plus cette présence impérieuse qui définit le jour et la nuit, le chaud et le froid, la vie et la mort. C'est pourquoi, pour la conscience humaine, le Soleil n'est pas seulement un objet astronomique, c'est l'encre de l'expérience vécue. Dans la ceinture de Kuiper, cette encre a disparu, pas détruite, juste réduite au point de non-pertinence. Mais, étendez maintenant votre conscience au-delà du froid et de l'obscurité, à la distance elle-même. Lorsque New Horizons est passé près de Pluton en 2015, il a fallu plus de 4 heures pour que le signal de confirmation revienne sur Terre à la vitesse de la lumière. En 2026, lorsque la sonde était à plus de 64 unités astronomiques de la Terre, ce temps de communication aller simple était passé à plus de 8 heures et demie. Ce n'est pas une métaphore de l'isolement, c'est la mécanique physique de l'isolement, exprimée dans son unité la plus fondamentale, la vitesse de la lumière. Aux distances de la ceinture de Kuiper, la limite de vitesse absolue de l'univers devient un mur de prison. Aucun message, aucun signal, aucun faisceau de lumière ne peut voyager assez vite pour créer quoi que ce soit qui ressemble à une interaction en temps réel entre cette région et le système solaire interne. La communication devient une série de monologues séparés par des heures de silence. Mais, ce qui est vraiment vertigineux, ce sont les distances entre les objets de la ceinture elle-même. La ceinture de Kuiper contient des centaines de milliers d'objets de plus de 100 km. Mais, le volume d'espace que ces objets occupent est si inconcevablement vaste que la distance moyenne entre deux grands objets de la ceinture de Kuiper se mesure en dizaines de millions de kilomètres. C'est pourquoi New Horizons a dû être ciblé avec une précision extraordinaire des années à l'avance pour passer à moins de 3500 km d'Arrokoth, une cible d'environ 36 km de long, dans une région où l'objet similaire le plus proche pourrait être à 50 millions de kilomètres. La sonde a enfilé le trou d'une aiguille à travers des milliards de kilomètres de vide. Comprendre cette rareté est essentiel, car les diagrammes, par souci de lisibilité, compriment la ceinture en une bande dense de points. La réalité est l'inverse. La ceinture de Kuiper est majoritairement vide. Ces objets sont séparés par des gouffres si vastes que si vous vous teniez sur un objet de la ceinture de Kuiper et regardiez dans toutes les directions avec le télescope le plus puissant imaginable, vous n'en verriez pas un. Autre, il n'y aurait rien à voir, juste le ciel noir, les étoiles pâles et la tache lointaine du Soleil. Dans le système solaire interne, les planètes sont visibles à l'œil nu depuis la surface des autres. Mais, dans la ceinture de Kuiper, ce cadre disparaît complètement. Il n'y a pas de voisin visible à l'œil nu. Chaque objet de la ceinture de Kuiper est une île, séparée de toutes les autres îles par des distances qui prendraient des siècles à traverser à n'importe quelle vitesse atteignable. C'est la réalité que les diagrammes des manuels scolaires cachent. Le système solaire ne passe pas progressivement de dense à vide à mesure que vous vous déplacez vers l'extérieur. Il franchit un seuil. À l'intérieur de l'orbite de Neptune, le système solaire est un environnement structuré et peuplé. Mais, au-delà de Neptune, cette structure commence à se dissoudre. Les objets sont toujours là, mais les espaces entre eux se sont dilatés au point que chacun existe dans un isolement fonctionnel. Et la ceinture de Kuiper n'est même pas la fin de l'histoire.
Au-delà de la ceinture principale et du disque épars, se trouve une structure beaucoup plus vaste qui n'a jamais été directement observée, le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort est une coquille théorique de corps glacés qui entoure tout le système solaire à des distances d'environ 2000 à 100 000 unités astronomiques. Si la ceinture de Kuiper est le porche du système solaire, le nuage d'Oort est la limite de la propriété, une frontière qui couvre une part significative du chemin vers l'étoile voisine la plus proche. Si le nuage d'Oort existe tel qu'il est modélisé, le champ gravitationnel du Soleil s'étend sur plus d'1 an et demi-lumière de son centre. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à un peu plus de 4 années-lumière. Le nuage d'Oort, à sa périphérie, s'étend sur plus d'1 tiers du chemin vers le système stellaire voisin le plus proche. Le système solaire, correctement défini pour inclure tout son matériel gravitationnellement lié, n'est pas l'arrangement compact de planètes et d'astéroïdes qui tient sur une affiche de classe. C'est une structure qui se mesure en années-lumière, et la ceinture de Kuiper se trouve au bord le plus intérieur de cette vaste zone extérieure, MEIS. Cette architecture en couche révèle quelque chose de profondément dérangeant sur la vraie nature du système solaire. Cette région chaude, lumineuse, géologiquement active, que les humains connaissent et étudient, occupe une fraction négligeable du domaine total du Soleil. Si vous pouviez en quelque sorte réduire le système solaire, de sorte que la limite extérieure du nuage d'Oort s'inscrive dans une sphère de la taille d'un stade de football, tout le système planétaire, de Mercure à Neptune, n'occuperait pas un volume plus grand qu'une balle de tennis posée sur la ligne des 50 verges. Alors, que signifie cela pour la ceinture de Kuiper elle-même? C'est que sa réalité terrifiante ne fait que commencer. Car ce vide, ce froid, cette obscurité, cette obscurité change fondamentalement la façon dont l'humanité comprend sa maison dans l'espace. Que signifie cela quand on pense à l'image que l'humanité se fait de sa maison cosmique? Chaque civilisation qui a levé les yeux vers le ciel nocturne et cartographié les cieux, cartographié la pièce intérieure. Les Grecs ont vu les planètes et les ont appelées étoiles errantes. Copernic a placé le Soleil au centre, les planètes en orbite. Kepler a transformé les orbites en ellipses. Newton a expliqué la gravité qui les maintenait en place. 400 ans d'astronomie télescopique ont catalogué les lunes, les anneaux, les astéroïdes et les atmosphères. Les sondes spatiales ont visité chaque planète. Le système solaire semblait connu, cartographié. En un sens, fini. MEIS, la ceinture de Kuiper, met fin à ce sentiment. Elle révèle que la partie cartographiée du système solaire ne constitue qu'une petite fraction de l'ensemble. Le reste est la frontière, la nature sauvage, l'inexploré, et dans de nombreux cas, l'inexplorable avec la technologie actuelle. Et la frontière n'est pas une mince zone tampon entre le connu et l'inconnu, c'est la réalité dominante. La nature sauvage est de plusieurs ordres de grandeur plus grande que la colonie. C'est pourquoi les humains n'ont pas exploré la majeure partie de leur propre système solaire. Ils ont exploré un noyau petit et lumineux et l'ont pris pour l'ensemble de la structure. Le poids émotionnel de cette prise de conscience se ressent différemment de la plupart des faits astronomiques. Apprendre que l'univers contient 2 billions de galaxies est stupéfiant. Mais cela implique des distances si abstraites que l'esprit accepte simplement le nombre sans le traiter complètement. La ceinture de Kuiper est différente. Elle est proche. Elle fait partie du même système que celui dans lequel la Terre orbite. Elle est liée au même Soleil qui se lève sur votre horizon chaque matin. Mais les conditions là-bas sont si hostiles, si lointaines et si étrangères qu'elles pourraient tout aussi bien appartenir à un autre univers. C'est la dissonance au cœur de l'histoire. La ceinture de Kuiper est la nôtre. Elle appartient à la même étoile, formée du même nuage de gaz et de poussière, obéit aux mêmes lois de la physique, contient des objets faits des mêmes ingrédients de base que le sol sous vos pieds. Mais c'est un endroit où le Soleil est un point lointain. Un endroit où les températures n'ont pas dépassé moins 200 degrés depuis 4 milliards et demi d'années, un endroit où l'objet voisin le plus proche
est plus éloigné que la plupart des gens ne peuvent le concevoir, et un endroit où le silence et l'obscurité ne sont pas des conditions nocturnes, mais l'état permanent et ininterrompu de l'existence. Pluton orbite dans cette région. Pluton, le monde que les enfants apprennent être la dernière planète. Le monde qui a reçu la visite d'une sonde spatiale et s'est révélé avoir des glaciers, des montagnes, une atmosphère et peut être un océan caché, existe dans un endroit où le soleil fournit moins de chaleur qu'une bougie d'anniversaire vue de l'autre côté d'un stade de football. Les montagnes de glace d'eau sur Pluton sont aussi dures que l'acier. Ces glaciers d'azote s'écoulent à des vitesses mesurables uniquement sur des échelles de temps géologiques. Son atmosphère serait enregistrée comme un vide presque parfait selon toutes les normes utilisées sur Terre. Et Pluton est l'un des objets les plus chauds, les plus actifs, les plus intéressants géologiquement de la ceinture. La plupart des objets de la ceinture de Kuiper reçoivent encore moins de lumière solaire, ont des températures encore plus basses et montrent encore moins de signes d'activité. Ils sont complètement gelés, scellés dans un état d'animation suspendu qui a persisté avant que la vie n'apparaisse sur Terre. Arrokoth, le fossile en forme de bonhomme de neige que New Horizons a visité en 2019, n'a pas changé de manière significative depuis sa formation. Ces deux lobes se sont doucement fusionnés il y a plus de 4 milliards d'années, et rien ne lui est arrivé depuis. Pas d'impact assez grand pour le remodeler, pas de cycle thermique pour altérer sa surface, pas d'interaction gravitationnelle pour perturber son orbite. Non, dans la ceinture classique froide, il dérive dans un état de conservation dont le fonctionnement en fait une lettre que le système solaire s'est écrite à son futur moi. Un message composé au moment de sa naissance est livré inchangé à travers toute la durée du temps cosmique. La ceinture de Kuiper préserve. C'est l'une de ses caractéristiques déterminantes. Le froid empêche la sublimation. La distance empêche le réchauffement solaire. L'isolement empêche les collisions. Tout ce qui a été placé dans cette région lors de la formation du système solaire y reste, gelé, sombre, non perturbé, n'accumulant rien d'autre qu'une lente patine de dommages par les rayons cosmiques sur sa surface et une fine couche de chimie d'étoline. La ceinture est un musée sans visiteurs, sans conservateurs et sans lumière. Elle abrite des expositions qui précèdent tout être vivant qui a jamais existé. Maze. Ce musée n'est pas seulement une relique, c'est toujours un lieu de travail. Il continue de produire des comètes qui alimentent le système solaire interne en glace ancienne. Il continue de produire de la poussière qui remplit les régions extérieures d'un faible brouillard de particules microscopiques. Il abrite des objets qui maintiennent de fines atmosphères contre toute attente. C'est une frontière à la fois ancienne et active, morte et vivante, finie et à peine explorée. Et bientôt, cette exploration va encore s'accélérer. L'observatoire Vera-Rubin va multiplier par 10 la population d'objets connus de la ceinture de Kuiper. New Horizons continuera de collecter des données sur la poussière et le plasma alors qu'il sortira de la ceinture en 2028 ou 2029. Le télescope Spatial James Webb mesurera les compositions de surface d'objets distants de la ceinture de Kuiper avec une sensibilité spectroscopique impossible il y a 10 ans. Chacun ajoutera de nouveaux détails à l'image. Chacun révélera de nouvelles surprises, mais aucune enquête, aucune sonde, aucun télescope ne changera la vérité fondamentale que la ceinture de Kuiper nous oblige à affronter. C'est l'endroit où le système solaire cesse de se sentir comme un quartier et commence à se sentir comme un abîme. C'est la région où la distance l'emporte sur la proximité, le froid sur la chaleur, le vide sur la structure, et où la capacité de l'esprit humain à projeter une familiarité sur le cosmos atteint enfin sa limite. Les 8 planètes orbitent dans une région chaude, lumineuse, compacte, que la civilisation humaine étudie depuis des milliers d'années. Au-delà d'elle se trouve un monde extérieur gelé qui éclipse la région planétaire dans toutes les dimensions physiques. La ceinture de Kuiper n'est pas une réflexion après coup ajoutée à la lisière du système solaire. C'est une région structurelle fondamentale qui révèle le vrai caractère du domaine du Soleil.
Un domaine qui est massivement froid, massivement sombre, massivement vide et massivement indifférent au petit monde chaud où vivent les humains. Le système solaire que vous portez dans votre imagination est réel. Il existe. Maïs. C'est une petite clairière abritée au milieu d'une vaste et gelée nature sauvage. Et la ceinture de Kuiper est l'endroit où cette nature sauvage commence. Juste là, juste au-delà de Neptune, juste au-delà du dernier point de repère familier, le système solaire se transforme en quelque chose de plus froid, de plus étrange et de moins humain que la plupart des gens n'ont jamais été invités à l'imaginer. C'est la réalité terrifiante. Pas un seul objet, pas une seule menace. Mais le simple fait vérifier, mesurer, observer que le système solaire que nous pensions connaître cède la place, bien plus tôt que quiconque ne s'y attendait, à une frontière de froid, d'isolement si vaste, qu'elle fait ressembler tout le système planétaire familier à un feu de camp brûlant au milieu d'une nuit gelée sans fin. Maïs, maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Tout ce froid, cette obscurité, ce vide écrasant, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Mais, maintenant il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Tout ce froid, cette obscurité, ce vide écrasant, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous ralentissons notre rythme. Car ce à quoi nous sommes confrontés maintenant est une question plus profonde que les chiffres et les découvertes. C'est une question existentielle. Après avoir fait face à la réalité terrifiante de la ceinture de Kuiper, que ressentons-nous de notre propre place? Nous nous retrouvons avec la question de ce que signifie être humain dans cet univers immense et indifférent. Car l'histoire de la ceinture de Kuiper est un paradoxe qui raconte à la fois l'insignifiance et la grandeur de l'homme. Et maintenant, il est temps de déballer les couches de ce paradoxe. D'un côté, il y a un sentiment écrasant d'insignifiance que la ceinture de Kuiper nous enseigne. Lorsque nous comprenons que le système solaire s'étend sur plus d'1 an et demi-lumière, mesuré depuis le bord extérieur du nuage d'Oort, l'échelle de notre propre existence devient comiquement petite. Tout notre système planétaire, de Mercure à Neptune, reste plus petit qu'une balle de tennis à l'intérieur de cette structure massive. Et vous, en tant qu'individu sur cette planète, êtes encore plus petit qu'un grain de poussière sur cette balle de tennis. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité physique. New Horizons a voyagé à plus de 50 000 km/h. C'est l'un des objets les plus rapides jamais lancés par l'humanité. Mais il lui faudrait encore environ 700 ans pour atteindre le bord intérieur du nuage d'Oort et 30 000 ans pour le traverser. C'est la limite tragique de l'homme. Nous sommes des créatures si lentes et à la vie si courte que nous ne pourrons jamais atteindre physiquement, même les coins les plus reculés de notre propre maison. Vous pouvez imaginer voyager vers la ceinture de Kuiper. Mais vous n'y irez jamais. Vous ne sentirez jamais ce froid. Vous ne verrez jamais cette obscurité de vos propres yeux. C'est un royaume inaccessible pour nous. Et cette vérité contient une profonde tristesse. Nous sommes comme enfermés dans une prison cosmique. L'écrasante majorité de notre propre système solaire nous est à jamais fermée. Mais c'est là que le paradoxe entre en jeu. Car en même temps, il y a une beauté et une puissance incroyables dans ce vide et cette distance écrasant. Oui, vous ne pourrez être jamais y aller. Mais vous pouvez le comprendre. Dans votre esprit, vous pouvez parcourir ces distances. Vous ne pouvez pas vous tenir physiquement sur la surface de Pluton, mais grâce aux données envoyées par New Horizons, vous pouvez savoir à quoi ressemble cette surface, comment les glaciers d'azote s'écoulent, à quelle profondeur sont les canyons de Charon. Votre corps peut être enchaîné à la gravité de la Terre. Mais votre esprit peut errer librement dans la ceinture de Kuiper. C'est le miracle de l'homme. Nous sommes être physiquement faibles et limités, mais notre capacité à comprendre est presque illimitée. Avec une poignée de scientifiques, quelques télescopes et une sonde spatiale, nous avons cartographié un monde à des milliards de kilomètres de distance, mieux que les fonds océaniques de notre propre planète. Vous faites aussi partie de ce miracle. En ce moment même, en écoutant ces mots, votre esprit fait ce voyage avec vous.
Vous imaginez le froid de moins 230 degrés, le soleil 1600 fois plus faible, le vide de dizaines de millions de kilomètres. Pas physiquement, mais mentalement, vous êtes là. Et c'est peu être quelque chose de plus puissant que la présence physique, car comprendre est la forme la plus profonde de possession. Nous ne conquérons jamais la ceinture de Kuiper, mais nous pouvons la comprendre, et cette compréhension nous fait passer du statut d'observateur passif de l'univers à celui de participants actifs. Mais il y a une autre question. Au milieu de tous nos efforts pour comprendre et donner un sens, y a-t-il quelque chose que nous avons manqué? Lorsque nous regardons dans ce miroir cosmique, au-delà de notre propre reflet, remarquons-nous un motif plus profond, plus fondamental? La structure de la ceinture de Kuiper pourrait-elle raconter non seulement le passé de notre propre système solaire, mais aussi l'avenir des autres systèmes de l'univers? Il est maintenant temps d'aller un peu plus loin que la philosophie, car il y a une dernière leçon que la ceinture de Kuiper nous enseigne, et cette leçon pourrait concerner non pas notre place, mais notre destin. Et cette leçon pourrait concerner non pas notre place, mais notre destin, car lorsque nous regardons la structure de la ceinture de Kuiper, nous voyons non seulement le passé de notre propre système solaire, mais aussi l'histoire commune d'innombrables autres systèmes stellaires dans l'univers. C'est pourquoi nous sommes maintenant confrontés à une question plus profonde. La présence de la ceinture de Kuiper pourrait-elle nous dire non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous sommes? C'est à dire que nous faisons partie du cycle de vie naturel d'un système planétaire. Cette pensée nous amène à une autre couche philosophique, une méditation sur les modèles universels et les inévitabilités. C'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Que faisons-nous de cette information? Au-delà de la compréhension, comment vivons-nous avec cette réalité? Ici, un nouveau contraste apparaît. D'un côté, il y a un sentiment d'impuissance apporté par la connaissance. Maintenant, nous savons. Nous savons que notre système solaire est massivement vide et froid, qu'il a été façonné par des processus de plusieurs milliards d'années, et que nous ne sommes qu'une petite partie temporaire de cette immense machine. La présence de la ceinture de Kuiper, la migration planétaire, la période du grand bombardement, tout cela est le résultat de forces immenses et impersonnelles qui opèrent totalement en dehors de notre contrôle. Quand Neptune a migré vers l'extérieur il y a des milliards d'années, il ne se souciait pas de savoir si nous existerions ou non. Il obéissait simplement aux lois de la gravitation. Cette connaissance peut conduire à une sorte de fatalisme. Nous sommes comme de petites boules sur une table de billard cosmique, projetées ici et là par les queues des planètes géantes. Nous aimerions croire que nous écrivons notre propre destin, mais, en regardant la situation dans son ensemble, nous sommes confrontés au fait que notre existence même est le sous-produit d'événements célestes aléatoires qui se sont produits il y a des milliards d'années. Cela peut donner l'impression que les actions humaines sont dénuées de sens. Si tout est si grand et hors de notre contrôle, quelle importance ont nos actions? Mais c'est là que ce mais entre à nouveau en scène et change tout. Car le fait que nous ayons obtenu cette connaissance est un acte en soi, et c'est l'acte le plus puissant. Oui, nous ne pouvons pas contrôler la migration de Neptune, mais nous pouvons savoir qu'il a migré. Nous ne pouvons pas déplacer la ceinture de Kuiper. Mais nous pouvons cartographier sa structure. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons en tirer des leçons. C'est le point où la connaissance passe d'une compréhension passive à une action active. Savoir est un pouvoir en soi. Car savoir nous donne une perspective. Cela nous montre notre place et surtout, cela nous rappelle ce qui est important. Si l'univers est grand et indifférent, alors notre souci les uns pour les autres devient encore plus important. Si la vie est rare et fragile, alors notre responsabilité de la protéger augmente encore. La leçon que la ceinture de Kuiper nous enseigne n'est pas que nos actions sont dénuées de sens, mais tout le contraire, que nous créons le sens de nos actions. Vous êtes aussi au centre de ce processus de création de sens. Avec les choix que vous faites chaque jour,
avec la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure, vous créez un coin personnel et significatif dans ce grand univers impersonnel. La ceinture de Kuiper peut nous dire que nous n'avons pas le contrôle. Mais elle nous montre aussi que nous avons la liberté de choisir comment vivre face aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et ce choix est notre plus grand pouvoir. Cela nous amène à un autre contraste profond, la tension entre l'héritage et l'oubli. La ceinture de Kuiper conserve un héritage de 4,5 milliards d'années, dans un état gelé. Chaque objet porte une trace du début du système solaire. C'est un monument à la permanence et à la continuité. Mais, en même temps, la plupart de ces objets resteront à jamais anonymes et inconnus. Des centaines de millions de mondes glacés ne seront jamais vus par un télescope, ne recevront jamais de nom et leur existence ne sera jamais enregistrée. Ils ont existé, mais n'ont jamais été connus. C'est une vérité tragique qui s'applique aussi à notre propre existence. Nous aussi, nous voulons laisser une trace, être rappelés, mais à l'échelle immense du temps. Même nos plus grandes réalisations sont un jour vouées à l'oubli. Dans des milliards d'années, lorsque la Terre elle-même sera engloutie par le Soleil, toutes les traces de l'humanité auront été effacées. Tout comme ces objets anonymes de la ceinture de Kuiper, nous nous perdrons dans un oubli cosmique. Cette pensée peut donner l'impression que tout ce qui est fait est vain. Si tout finit par être oublié, à quoi bon construire, créer ou découvrir quoi que ce soit? Mais, dans cette triste réalité, une lueur d'espoir brille, car l'héritage n'est pas seulement fait de noms gravés dans la pierre ou de monuments qui durent des milliards d'années. L'héritage, c'est aussi la connaissance, la curiosité et la compréhension transmises à la génération suivante. Gérard Kuiper et Kenneth Edgeworth ont imaginé une ceinture dans les années 1950. Ils n'ont jamais vu cette ceinture, mais leur idée a inspiré Dave Jewett et Jane Lou. Leur découverte a inspiré l'équipe de New Horizons. Et les découvertes de New Horizons vous inspirent maintenant. C'est la chaîne de la connaissance. C'est un héritage transmis de main en main comme une torche. Votre nom ne sera peu, être pas rappelé dans des milliards d'années. Mais, lorsque vous racontez quelque chose que vous avez appris aujourd'hui à un enfant, que vous en discutez avec un ami, ou que vous y réfléchissez simplement en profondeur, vous transmettez cette torche au prochain porteur. Vous êtes aussi un maillon de cette chaîne. Vous pouvez rester anonyme comme un objet oublié de la ceinture de Kuiper. Mais vous pouvez aussi être la voix qui raconte l'histoire de cet objet. Et cette histoire peut vivre bien plus longtemps que l'objet lui-même, car le véritable héritage ne vit pas dans la matière, mais dans l'esprit. Et chaque nouvelle génération, en prenant cet héritage et en le poussant plus loin, construit une immortalité collective sur l'oubli individuel. La ceinture de Kuiper nous enseigne que tout a une fin, mais que rien n'est vraiment perdu. Et cela nous amène à un dernier contraste, celui entre le silence et la musique. La ceinture de Kuiper est le royaume du silence absolu. Il n'y a pas d'atmosphère pour transporter les ondes sonores. Les collisions sont si rares qu'un seul son peut ne pas être entendu pendant des milliards d'années. C'est littéralement l'un des endroits les plus silencieux de l'univers. Ce silence peut créer un sentiment de vide, de néant. Mais, en même temps, ce silence est l'arrière-plan qui nous permet d'entendre la musique de l'univers. Cette musique n'est pas faite d'ondes sonores. Cette musique est faite des mathématiques des orbites, du rythme des résonances, de la danse gravitationnelle des planètes. Le fait que les Plutinos complètent 2 orbites pour chaque 3 orbites de Neptune est comme un motif rythmique dans une symphonie. La rotation rapide de 4 heures de Haumea est comme un solo vertigineux. La danse verrouillée de Pluton et Charon est un duo touchant. C'est un écho moderne de ce que Johannes Kepler appelait la musique des sphères. L'idée que les mouvements des corps célestes suivent un ordre esthétique et harmonieux. La ceinture de Kuiper offre la forme la plus pure et la plus intacte de cette musique. C'est aussi une métaphore pour nos propres vies. Dans le bruit et le chaos de la vie quotidienne, nous avons souvent du mal à entendre les plus grands motifs, les rythmes plus profonds qui régissent nos vies. Nous pouvons nous sentir comme les victimes d'événements aléatoires. Mais peu
Être que si nous devenons assez silencieux et que nous écoutons attentivement, nous pouvons aussi réaliser que nous faisons partie de cette symphonie cosmique. Vous êtes aussi une note de cette musique. Votre vie est une pièce avec son propre rythme et sa propre mélodie unique, parfois triste, parfois joyeuse, parfois rapide, parfois lente, mais toujours partie d'une composition plus grande. Le silence de la ceinture de Kuiper nous rappelle d'écouter la musique en nous. Il nous montre qu'il peut y avoir un ordre dans le chaos, un but dans le hasard et un sens dans le silence. Il nous enseigne que l'univers n'est pas seulement un ensemble de lois physiques, mais aussi une œuvre de beauté, d'élégance et d'art. Ainsi, ces réflexions philosophiques sur la ceinture de Kuiper nous emmènent d'une simple leçon d'astronomie à un voyage qui nous confronte aux questions les plus fondamentales de l'existence. Nous ne regardons plus seulement une ceinture d'objets, nous nous regardons nous-mêmes. Maïs, ce miroir ne nous montre pas seulement notre état actuel. Il contient peut être aussi un indice sur l'avenir. Car le dernier et le plus profond secret de la ceinture de Kuiper et peut être caché dans une histoire qui n'a pas encore commencé. Et cette histoire pourrait être notre propre histoire, car cette dernière couche philosophique de la ceinture de Kuiper nous transporte du passé et du présent vers l'avenir, vers les possibilités et vers une réflexion sur le rôle ultime de l'homme dans l'univers. C'est pourquoi, alors que nous approchons de la fin de notre voyage, nous sommes confrontés à la pensée la plus spéculative, mais aussi la plus pleine d'espoir. La ceinture de Kuiper pourrait-elle être non seulement une fin, mais aussi un commencement? Pas pour nous, mais pour l'univers lui-même. Cela nous amène au contraste ultime entre la fragilité et la résilience. D'une part, tout dans la ceinture de Kuiper est incroyablement fragile. Un binaire de contact comme Arrokoth peut être brisé même par une petite collision. La fine atmosphère de Pluton peut s'effondrer presque entièrement au point le plus froid de son orbite. Ces objets ont pu être survécus pendant des milliards d'années, mais leur existence ne tient qu'à un fil. La moindre impulsion gravitationnelle peut les faire dévier de leurs orbites et les envoyer soit dans le feu du Soleil, soit dans le froid infini de l'espace interstellaire. C'est une vérité qui s'applique aussi à la vie elle-même. Nous aussi, nous sommes incroyablement fragiles. Notre planète pourrait être détruite à tout moment par une collision cosmique, une explosion de supernova voisine ou une catastrophe que nous avons nous-mêmes créée. Ce sentiment de fragilité est comme une ombre qui plane sur l'existence. La pensée de la facilité avec laquelle tout peut se terminer peut créer une sorte de désespoir. Si tout est si délicat, à quoi bon faire des plans à long terme? À quoi bon espérer pour l'avenir? Mais, au cœur même de cette fragilité, se trouve l'une des forces les plus puissantes de l'univers, la résilience. La ceinture de Kuiper elle-même est une preuve de cette résilience. Après des milliards d'années de chaos, de migrations planétaires, d'innombrables collisions, elle est toujours là. Les objets ont pu être été sculptés, dispersés, réarrangés. Mais la ceinture dans son ensemble a survécu. Pluton a maintenu son activité géologique en conservant sa chaleur interne pendant des milliards d'années, affichant une sorte de résilience tenace. Arrokoth est resté intact pendant des milliards d'années après sa douce fusion. C'est une caractéristique fondamentale de l'univers. La vie, l'ordre et la structure sont dans une lutte constante contre le chaos et le désordre, et souvent ils gagnent. Vous êtes aussi une preuve vivante de cette résilience. Vos ancêtres ont survécu en surmontant d'innombrables difficultés, famines, maladies et catastrophes. Votre existence est le résultat d'une chaîne ininterrompue de résilience biologique de plusieurs milliards d'années. Les mondes froids et fragiles de la ceinture de Kuiper nous rappellent comment l'existence peut être maintenue même dans les conditions les plus difficiles. Ils disent silencieusement « Nous sommes toujours là » et ce message pourrait être notre plus grande source d'espoir pour l'avenir, car être fragile ne signifie pas que nous sommes condamnés à disparaître. Cela signifie simplement que pour survivre, nous devons être intelligents, prudents et résilients. Cela nous amène à une dernière pensée, un dernier contraste, la relation entre la fin
et le commencement. La ceinture de Kuiper, à bien des égards, représente une fin. C'est la fin du processus de formation planétaire, le lieu de repos final des débris restants. C'est la fin de là où la lumière et la chaleur du Soleil atteignent efficacement. C'est la fin du système solaire que nous connaissons, que nous avons cartographié. Tout au long de ce voyage, nous avons souligné à plusieurs reprises ce sentiment de fin. Cela crée une sorte de mélancolie, une sorte de sentiment de clôture, un endroit où tout se termine, où l'histoire est complète. Et c'est vrai à un certain niveau. La ceinture de Kuiper est un musée de l'enfance de notre système solaire, un écho d'un passé gelé qui ne change plus. Cela reflète le fait que nous aussi, nous atteindrons un jour une fin, que notre histoire se terminera. L'idée que tout a une fin est à la fois effrayante et triste, mais l'univers fonctionne par cycle, et chaque fin est un commencement potentiel. Ces objets gelés de la ceinture de Kuiper ne sont pas seulement les vestiges d'un passé, ils sont aussi les graines potentielles de futurs mondes. La glace d'eau qu'ils contiennent, les molécules organiques, les tholines, ce sont les briques de la vie. Dans des milliards d'années, lorsque notre Soleil se transformera en une géante rouge et engloutira les planètes intérieures, ces objets de la ceinture de Kuiper commenceront à fondre. Les mondes gelés pourraient se transformer en mondes avec des océans d'eau liquide. La chimie qui a dormi pendant des milliards d'années pourrait se réveiller. La ceinture de Kuiper pourrait être le berceau de la deuxième vie, du deuxième printemps de notre système solaire. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera demain. C'est une possibilité dans un avenir si lointain que l'humanité ne le verra jamais. Mais cela révèle une vérité profonde sur la nature de l'univers. Rien n'est vraiment gaspillé. Tout se transforme. La réalité terrifiante et froide de la ceinture de Kuiper contient en fait les graines d'une possibilité incroyablement pleine d'espoir. Peut-être que nous ne sommes que le premier acte de cette longue histoire. Et la ceinture de Kuiper est la scène du deuxième acte qui n'a pas encore été écrit. Vous faites partie de ce cycle. Votre vie est aussi pleine de fins et de commencements. Chaque jour qui se termine est le début d'un nouveau jour. Chaque projet qui se termine est la graine d'un nouveau projet. Chaque relation qui se termine est le début d'une nouvelle période de connaissance de soi. La ceinture de Kuiper nous enseigne que même les fins les plus sombres et les plus froides peuvent cacher les commencements les plus brillants et les plus chauds. Ainsi, ce long voyage dans la réalité terrifiante de la ceinture de Kuiper nous a amenés à un endroit très différent de celui où nous avons commencé. Au début, nous ne regardions qu'un espace froid, sombre et vide. Mais maintenant, nous voyons des paradoxes, des significations et des connexions profondes dans ce vide. Nous avons trouvé notre grandeur dans notre insignifiance, la valeur de l'instant dans notre fugacité, notre unité dans notre solitude et le pouvoir de la curiosité dans l'inconnu. Nous avons vu comment l'impuissance apportée par la connaissance se transforme en fait en notre plus grand acte, le pouvoir de créer du sens. Nous avons compris comment l'inévitabilité de l'oubli révèle que notre héritage le plus durable est la chaîne de la connaissance et de l'inspiration. Et nous avons réalisé que le silence de l'univers est en fait une invitation à écouter la musique cosmique des orbites et des résonances. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Nous savons maintenant que la ceinture de Kuiper n'est pas seulement une collection d'objets, mais aussi un miroir philosophique qui reflète qui nous sommes, notre place dans l'univers et notre potentiel. Elle nous rappelle à la fois à quel point nous sommes petits et à quel point nous sommes grands. Elle nous montre à la fois à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes résilients. Et elle contient à la fois la mélancolie d'une fin et l'espoir d'un commencement. Ce voyage se termine. Mais l'histoire de la ceinture de Kuiper, aussi ancienne que l'univers lui-même et aussi jeune que l'avenir, continue. Et dans le dernier chapitre de cette histoire, se cache peut être la leçon la plus importante. Dans ce voyage, nous avons ressenti notre solitude cosmique. Mais je ne vous ai pas dit quelque chose. Peut être que nous ne sommes jamais seuls. Peut être qu'en ce moment même, il y a un nombre infini de vous qui regardent cette vidéo, chacun faisant un choix différent
vivant une vie différente. Dans notre prochain voyage, nous ouvrirons la porte des univers parallèles. Êtes-vous prêts pour des réalités infinies? Nous avons construit la sonde spatiale la plus rapide de l'histoire. Nous l'avons envoyée à 5 milliards de kilomètres. Pour un voyage de 5 ans, nous avons atteint Pluton. C'était le summum de l'humanité. Mais cette victoire s'est transformée en une gifle qui nous a montré à quel point nous étions ignorants. Notre plus grande réussite a révélé notre plus grande erreur. Quand New Horizons est arrivée à Pluton, elle n'a pas trouvé une boule de glace morte. Il y avait des montagnes de 4000 mètres sur sa surface. Elle a vu des plaines de glace continuellement renouvelées, âgées de seulement 500 000 ans. C'était impossible, car à moins 230 degrés, il ne devrait pas y avoir de géologie, mais ce qui était vraiment dérangeant, c'est ce qui s'est passé quand la sonde est allée encore plus loin. Alors qu'elle s'attendait à trouver le vide après 50 unités astronomiques, les compteurs de poussière sont devenus fous. Qu'y avait-il là-bas? Si toi aussi, tu veux voir les vérités choquantes découvertes lors de ce voyage vers l'inconnu, alors abonne-toi à la chaîne et rejoins cette aventure, car ce que nous avons trouvé là-bas change tout. Tu es prêt?